Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous annuel du comité équité du SEPB Québec. Cette année, on va parler du 17 mai, qui est la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Très important de souligner les trois parce que ils ont chacun leur spécificité. On a décidé de parler au jeu aujourd'hui et d'interroger des gens qui sont des personnes premières concernées, d'interroger c'est quoi aujourd'hui faire partie de la diversité corporelle, sexuelle et de genre. On a donc demandé à des gens qu'on connaissait, des gens qui sont dans notre syndicat, pour certains, de venir discuter de ces choses-là. On va les interroger un peu sur leur identité, sur leur parcours de vie, sur les discriminations, les stigmatisations aujourd'hui. Est-ce qu'ils en ont vécu? Est-ce qu'ils en ont vécu au travail? Et est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce que c'est des discriminations spécifiques au travail? Et on va se demander ce que les syndicats pourraient faire pour aider à tout ça. C'est une discussion libre. Donc ce que je vais faire pour briser la glace, c'est que je vais me présenter. Et ensuite, on va faire le tour de table où chacun va pouvoir un peu se présenter. Donc je m'appelle Sébastien Barrault, excusez-moi, je ne me suis même pas présenté au début. Je suis vice-président du SEPB 579, c'est le syndicat du personnel de soutien scolaire du centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Comme vous l'entendez, je suis né en France. Je suis arrivé au Québec en 2007. Donc ça fait quand même un bout de temps que je suis là. J'ai 48 ans, je suis cisgenre, je suis gay. En tout cas, on va passer à vos histoires personnelles. C'est plus intéressant que la mienne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ma gauche. Parce qu'on est à gauche. Toujours à gauche. Bonjour, moi je m'appelle Gaëlle. Je suis une femme cisgenre et je suis omniromantique demisexuelle. Je suis au Québec depuis 2009, donc moi aussi je viens de France et donc c'est ça. J'ai immigré en 2009 avec ma famille. Et j'en suis pas mal ici aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire quand tu dis t'as dit demi-romantique, demi-sexuel, c'est ça? Omniromantique, demisexuel. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Oui, tout à fait. Donc, dans le fond, pour partir sur le omniromantique, je vais englober un peu par la pansexualité, le panromantique. C'est en simple, en fait, c'est que tu peux être attiré par n'importe qui, n'importe quelle personne, peu importe leur identité de genre, leur identité sexuelle. La petite spécification pour le omni, c'est que il va avoir une petite... ça va être penché un peu plus vers le sexe opposé. Donc, l'attirance va être pour toutes les personnes, mais ça va être toujours un peu plus penché sur le sexe opposé pour moi. Et demisexuel, en fond, ce que ça signifie, c'est que c'est difficile pour une personne d'avoir des relations sexuelles avec une personne pour lesquelles ils n'ont pas de sentiments. Donc, ça prend vraiment une attache émotionnelle avec la personne pour ensuite pouvoir procéder physiquement. OK. Merci. Je m'appelle Mircea Adamoui, aussi connu sous le nom de Jack. Moi, je travaille chez Croix-Bleue Médavie. Dans le fond, c'est pertinent ici parce que je suis secrétaire archiviste de mon unité. Pas mal, je vais vous faire la parenthèse parce que je trouve ça toujours très cocasse, là, mais je suis chez Croix-Bleue Médavie depuis 4 ans et demi, puis je suis secrétaire archiviste depuis 4 ans et demi, moins 1 mois. C'est souvent comme ça que ça arrive quand on veut s'impliquer à quelque part. J'ai fait mes débuts militants en 2012 là, lors de la grève étudiante. Au début, j'étais carré vert. Puis j'ai eu une conversation, puis j'ai compris que c'était pas la position correcte pour moi. Par la suite, dans mon parcours académique, là, pendant que j'étais à l'université, j'ai milité en 2018 aussi avec les CUTE là, pour la rémunération des stages, notamment en enseignement. Pour l'information, là, moi, je m'identifie comme étant une personne gender fluid ou issue de la fluidité de genre en bon français. Je vous dirais que je ne suis pas tout à fait à 100% sur le Kinsey Scale non plus. Là. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le Kinsey Scale, c'est la fameuse échelle qui détermine à quel point tu es hétérosexuel ou homosexuel. Bref, pas tout à fait straight, on va le dire comme ça. Puis ça fait un peu le tour dans le fond. Ouais. Merci. Bonjour. June. Moi, c'est Henri June Pilote. Je suis conférencier, consultant, créateur de contenu. C'est drôle, je suis conférencier, ça fait environ 10 ans que je fais ça de manière beaucoup plus sérieuse depuis 2 ans en travail autonome. J'ai donné une conférence à Médavie et aussi au FESP. C'est quand même drôle. Médavie, c'était un plaisir. La semaine passée, je suis allé, il y avait en fait une rencontre
des soutiens à Alma. Alors, j'ai fait un beau petit voyage à Alma que j'ai rencontré. C'était un plaisir. Des belles conversations. Et moi, je suis un homme trans bisexuel. J'adore le mot bisexuel, donc je continue d'utiliser. Comment s'est passé mon coming out? Moi, j'ai étudié en histoire à l'UQAM. J'ai fait mon début militantisme en 2012 avec une certaine grève étudiante. Et c'est ainsi que j'ai découvert mon lesbianisme. Et finalement, mon lesbianisme est devenu une bisexualité de par ma transition de genre. Et voilà. Sinon, je fais de la militance depuis 10 ans. J'ai été DG d'Alter Hero, qui est un organisme communautaire LGBT jeunesse. Sinon, j'étais dans plusieurs CA. J'ai aussi habité au BC, où est-ce que j'ai fait beaucoup de militance en lien avec les enjeux queer. Puis, ouais, c'est ça. Je dirais que ça fait... j'ai un pas pire CV de militant LGBT et c'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Ah, et j'ai 33 ans. L'âge du Christ. Je l'ai pas dit, mais moi aussi. Wow. Allô, moi c'est Samia Amrani, je suis avocate en droit de l'immigration, j'ai 29 ans, je suis cis, lesbienne et je suis marocaine d'origine. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 10 ans, donc ça fait déjà 19 ans, wow. Je milite aussi depuis aussi longtemps que je puisse me rappeler. Quand je suis arrivée au Québec, j'ai commencé à l'école secondaire avec Amnesty International. Je me rappelle qu'on avait la campagne à l'époque pour Omar Kader. Oui. Ensuite, j'ai rapidement commencé à me questionner sur ma sexualité. J'ai commencé à m'intéresser justement à l'intersection entre le fait que j'étais possiblement queer et mon arabité. J'ai grandi à Trois-Rivières, donc j'avais l'impression d'être seule au monde avec cette réalité-là. Puis j'avais l'impression aussi que c'était mal et que je n'avais pas le droit d'être qui j'étais. Donc, quelques recherches Google et je suis tombée sur un organisme communautaire qui s'appelle HELEM Montréal. J'ai commencé à leur écrire, à m'impliquer un petit peu avec eux et aujourd'hui, j'en suis la fière présidente depuis 3-4 ans. Et j'en suis membre depuis un peu plus longtemps. J'ai également co-organisé l'année dernière la première édition de la Wild Pride ou Fierté Indomptable, dont on est en train de préparer la deuxième édition. Et ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Qui veut commencer pour parler un peu de son parcours de vie? J'ai cette situation-là où est-ce que j'ai étudié en histoire au baccalauréat et j'ai fait mon coming out lesbienne à ce moment-là. Mon coming out s'est mal passé dans le milieu familial. Donc, j'ai laissé tomber mes études. J'ai jamais fini le baccalauréat, en fait. Puis, mais je retourne en septembre, tout le monde. Oui. Tu vas étudier en quoi? Je vais aller finir mon bac en histoire parce que j'ai quand même de nombreux crédits de fait. Donc, je vais aller le finir. Mais oui, c'est ça, le parcours scolaire a toujours été très difficile pour moi à cause de mon identité LGBT. Je suis retourné à l'école à Concordia en 2017. J'ai ensuite fait un coming out trans. J'ai perdu tout support familial qui était déjà pas très présent, mais qui c'est quand même... on oublie comment le support familial peut nous aider à nous relever. Dans le sens où est-ce que... j'ai l'impression que mon parcours scolaire a été très désorganisé de par le fait que je devais travailler pour survivre. Hein. Ça manquait de support. Ça manquait de support. Et donc, c'est ça, je retourne. Et comme j'ai dit, j'ai travaillé longtemps en sex shop. Hein, et c'est là que j'ai commencé davantage à faire ma création de contenu. Parler, en fait, de comment les jouets sexuels peuvent nous aider à explorer notre identité de genre, notre orientation sexuelle. Et ensuite, j'ai commencé ma transition de genre médical. Donc, j'ai commencé à prendre la testostérone. Et j'ai commencé à répertorier, en fait, mon identité en ligne. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient en français de la transition de genre. Donc, pour moi, c'était super important parce que, quand j'étais jeune, déjà l'Internet, que j'y avais vraiment accès, oui, mais quand on googlait, on ne trouvait pas nécessairement des gens qui parlaient français. Et c'est quelque chose que loin de moi, la loi 101, mais je reçois beaucoup de messages de gens d'hors de Montréal qui sont comme des parents surtout, qui se disent... jamais je pensais que je rencontrais une personne qui parle français, qui parle de son expérience et d'être un modèle. Comme ça, je pense qu'il ne faut pas oublier c'est important. Et comme je dis, j'ai été DG de l'organisme communautaire LGBT. Ça m'a beaucoup appris. C'est un milieu qui est difficile, vous le savez. Donc, le milieu communautaire LGBT, toujours pris entre s'arracher la gorge pour avoir un peu d'argent du gouvernement pour continuer à faire son travail et de l'autre côté... des gens en crise constamment, donc un grand sentiment qui m'a mené moi aussi au burn-out éventuellement. En 2020, j'ai fait un burn-out, puis donc c'est ça. Et après ça, j'ai continué. J'ai fait un balado sur les familles LGBT
à la Coalition des familles LGBT, où est-ce qu'on a interviewé 35 familles à diversité sexuelle et de genre. Ça s'appelle Pour moi la famille. Je vous le recommande. Et c'était vraiment plaisant pour moi de retourner dans la militance LGBT de par l'idée des familles. Je pense que ça m'a beaucoup aidé, en fait, de renouer un peu avec un milieu LGBT qui m'avait un peu épuisé, peut-être, et de revenir avec l'idée une idée d'amour et de famille. Ça m'a beaucoup fait de bien. Et depuis 2 ans, comme j'ai dit, je travaille à temps plein comme conférencier consultant dans vraiment plein de milieux. J'ai fait autant les Beaux-Arts que Médavie. J'étais allé quelques fois à la prison de Joliette aussi avec... il y a beaucoup de personnes LGBT en prison aussi. Hein? Donc, j'étais allé faire des ateliers, vraiment des expériences incroyables. Et j'ai vraiment trempé mes pieds un peu partout. Je suis travailleur autonome, donc j'ai pas d'expérience avec le syndicalisme, comme vous pouvez deviner. Mais j'espère qu'un jour, il y aura par contre un syndicat des travailleurs autonomes. Ce ne serait qu'un rêve. En tant que créateur de contenu puis conférencier, je sais que tu es beaucoup dans la bienveillance. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être important de souligner dans le contexte sociopolitique actuel. Oui, je pense que mettons, mes conférences, c'est beaucoup... en fait, tout le monde à qui je parle sont des gens qui ne savent rien. Et moi, c'est personnellement, mon cerveau fonctionne bien avec ce type de... Je suis un très bon pédagogue. Donc, ça ne me dérange pas d'expliquer 1500 fois c'est quoi la différence entre un homme trans et une femme trans. Mais en fait, ça me passionne un peu de voir d'où est-ce que les gens viennent, parce qu'on oublie souvent... De par l'hétérocisnormativité, le paradigme de l'hétérocisnormativité qui dit que tout le monde est né hétérosexuel et cisgenre, quand on est dans la communauté queer, on le déconstruit tellement qu'on oublie un peu les gens à l'extérieur de la communauté queer, comment ils sont encore beaucoup dedans. Et c'est des magnifiques conversations qui s'étendent vraiment de partout. Et je pense qu'il y a quelque chose que moi, j'aime beaucoup. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui me fait du bien de me mettre à la place des gens et de parler avec eux. Et oui, des fois, il y a des choses choquantes qui sont dites, mais je vais vous dire, dans les milliers de gens que j'ai formés, 5 peut-être qui ont été désagréables au point où il a fallu que je mette une limite. Donc, le pourcentage est très bon, là. Comment tu fais la différence entre une question qui va être naïve et une question qui ne l'est pas, une attitude qui ne l'est pas, et comment tu te protèges par rapport à ça? C'est l'intention. Je pense que vous êtes tous d'accord ici. Moi, je suis capable de voir si une personne a une intention mauvaise. Tu peux le ressentir. Oui. Oui, je peux le ressentir. Puis aussi, quand c'est dans le milieu de travail, quand j'ai des formations dans un milieu de travail, très rare que les gens vont être violents avec moi, là, on s'entend? Parce que je suis là. J'ai été invité par leur employeur. Et dans une position d'autorité aussi, oui, dans ce contexte-là. Mais je dirais que la majorité des moments que ça a été désagréable, c'est dans le milieu scolaire. Dans le milieu scolaire, mais on le voit de toute façon avec le nouveau rapport de la FAE. Avec les ados, les adultes, les adultes aussi? Tous les milieux scolaires, université, secondaire, cégep. Moi, je vais beaucoup dans les cégeps. C'est là que c'est difficile parce que t'as aucun pouvoir, t'as aucune autorité sur les gens qui sont devant toi parce que tu viens donner une formation, tu viens juste leur parler dans le sens qu'ils peuvent. Et de plus en plus, je remarque une montée du masculinisme dans les cégeps. Je le vois, comme ça, on le voit précisément. Mais c'est facile aussi de leur dire d'arrêter de parler. Les gens sont beaucoup plus courageux en ligne qu'en présentiel. On va se l'avouer. Moi, souvent, ce qui a participé de mon burn-out militant aussi, c'est de devoir recommencer à chaque génération. Je trouve ça extrêmement difficile, épuisant, décourageant, qu'on n'arrive pas à transmettre et qu'on doit recommencer le processus à chaque génération. Et en même temps, je pense que c'est logique dans un parcours individuel ou même communautaire aussi compliqué de s'approprier le processus et de le vivre soi-même pour pouvoir le dominer. Enfin, en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que les discriminations, les stigmatisations, les violences diminuent pas, puis qu'elles ont tendance à revenir. Mais moi qui ne sors plus beaucoup, ou qui rencontre plus vraiment de jeunes personnes militantes, etc., est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez les mêmes histoires encore aujourd'hui qu'on vous raconte? Comparé à Samia et June, je suis plutôt une personne queer silencieuse. Je ne suis pas vraiment une militante. Je ne suis pas personnellement atteinte par forcément tout ce qu'on peut entendre parler et tout ce qui se passe. Mais j'en suis au courant. Tu dois avoir d'autres types de regards. Oui, tout à fait. Désagréables. Tout autant. Mais c'est justement, c'est que quand je suis en public, tu vois, ça paraît un peu moins, je passe un peu plus, et puis je sors pas vraiment, en fait, donc
Le regard du public, je me le balaye un peu en fait aussi. C'est pas trop important pour moi. Je suis plutôt regardée pour d'autres aspects que ma queerness, honnêtement. Mais c'était ça, Oui, mais... C'était ça que je voulais dire. C'est ça. Mais c'est qu'aussi, je sors pas vraiment des groupes queer. Mon entourage, c'est que des personnes neurodivergentes, des personnes de la communauté. Fait que j'ai pas vraiment cette touche autre que ma famille, si je peux dire. Les seules personnes que je rencontre qui sont pas ouvertes là-dessus, ça va vraiment être du côté de ma famille. Mais d'habitude, les gens qui sont pas ouverts, j'évite de les garder dans mon entourage. Parce que je suis pas militante, j'ai pas forcément envie d'avoir toute la négativité ramenée dans ma vie. Tu vois, je suis pas militante parce que je me trouve pas relatable d'aller sur le public comme ça. Je me trouve pas assez compétente pour être autant en public. Un petit syndrome de l'impostrice. Petit? Oui, c'est bien là. L'impostrice, oui. Un petit, ouais. Ouais, légèrement, mais et voilà, pour moi, c'est pas... C'est plutôt sain, je pense, d'avoir un syndrome de la personne. Ça nous garde les pieds à terre, en fait. Oui, je pense, ça ramène... C'était moi la seule, dans le fond, une petite anecdote de ma famille. J'ai grandi, mon père nous disait, si jamais, j'ai des frères et sœurs, il nous disait, si vous êtes gay ou lesbienne, je vous envoie en hôpital psychiatrique. Ah. Une menace peut-être un peu à la légère, mais répétée tellement souvent que c'est peut-être plus à la légère après un certain temps. Bah, c'est intériorisé forcément. Oui, voilà. Donc moi, je sais que du côté de ma famille, je peux pas en parler avec mon père. Par contre, je sais que je peux être ouverte avec ma sœur et ma mère un peu plus. Ma mère est un peu plus ouverte d'esprit, même s'il y a des principes qu'elle va pas être capable de comprendre, parce que ça reste une génération différente. Et comment on fait? Mais c'est ça. Tu parles de famille, là. Tu parles de famille, ta famille biologique. Ma famille, ouais. Pas de famille choisie. Non, ma famille choisie, c'est un petit bijou. Tu en as une famille choisie. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une famille choisie? Ben dans le fond, pour moi, une famille choisie, c'est des gens auprès desquels je me retrouve et que je me dis mentalement que j'aurais aimé grandir avec cette personne-là. Que ces personnes-là me font me sentir en sécurité plus que d'autres. Et que vraiment, quand je suis avec ces personnes-là, je peux être moi, mais moi à 100%. Donc, je suis neurodivergente et très souvent, je suis en situation de masking. Mais quand je suis avec ces personnes-là, ça me permet de tout masking, relâcher. peux-tu expliquer ce que c'est pour les gens qui ne sauraient pas? Ouais. Dans le fond, le masking, c'est très, très personnel, mais c'est aussi très relié au spectre de l'autisme. C'est la neurodivergence tout court en général, en fait, c'est de mettre un masque et d'agir normalement, si je peux dire. C'est dans le sens qu'on va étudier les gens, on va étudier les alentours, on a toujours un script en fait dans la tête. Une fois que tu mets ton masque, c'est un peu en autopilote, c'est tout ce que tu as appris, c'est vraiment de l'observation de l'être humain parce qu'en fait, tu te trouves pas comme un être humain normal, tu te retrouves pas avec les autres personnes. Donc, un peu comme quand les hommes gays contrôlent leur voix, contrôlent nos gestes. Exactement, c'est la même chose. Le moins efféminé possible. C'est ça, parce pour pouvoir qu'après, les passer gens, et éviter les regards bizarre, ou les insultes. Exactement, parce que de sortir dans le métro avec des jouets comme ça se prend des regards quand tu as des comportements un peu plus compensatoires. Des gens te regardent parce que tu as des jouets. Ouais, ils sont pas habitués à avoir des trucs comme ça. Et quand tu te permets d'avoir tes intérêts spécifiques aussi en extérieur, on se prend des regards. Donc moi, tu vois, j'ai ma passion, mais il y a des affaires justement que j'avais un gros sac à dos, je peux plus le porter parce qu'on se fait rire dans le métro et... Parce que t'as un sac à dos Bob l'éponge, les gens se moquent de toi. C'est parce qu'ils sont jaloux. Il y a ça, mais aussi c'est que les gens... Un adulte n'est pas censé avoir ça. Voilà, c'est un truc pour les enfants, mais qui décide quoi et pour qui en fait? Si ça te fait plaisir, vas-y, ça dérange personne, je vois pas pourquoi, tu vois, moi ça me ferait plaisir. Donc la différence entre adulte et enfant est assez arbitraire, hein. Moi je vois les comportements des adultes. Franchement, il y a des enfants qui sont plus matures que vous. Dans mon métier, franchement, des fois la maturité, tu te dis, ouh... Elle est passée. Elle t'a manqué, toi. Appliquer pour toi ce que tu demandes aux enfants de faire? Oui, non, c'est ça, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais, mais ça... Oui, ça c'est tout le monde. Oui, dans quel milieu tu travailles? Alors, moi, je suis engagée avec mes David Croix-Bleu, en fait, avec Mircea. Je suis au service de la clientèle, mais depuis 2023, en fait, je ne sais plus c'était quand, je suis en arrêt de travail long terme pour justement burn-out, dépression, TDAH, le spectre, un peu tout, en fait. C'est vraiment que c'était un moment dans ma vie où il y a tout qu'à chambouler. C'était vraiment un moment que mon corps, il a fait, c'est fini, vraiment, il faut que tu prennes une pause. Donc, j'ai écouté. Ça m'a vraiment donné une très bonne pause. Depuis ce temps-là, ça m'a permis aussi de faire des changements dans ma vie, de me rendre compte de plusieurs affaires et de réfléchir et de voir vraiment c'était qui les personnes, les alliés que j'avais avec moi.
Donc, c'est là que j'ai pu trouver en fait ma famille justement que j'ai choisie et que je me rends compte que sans ces personnes-là, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Excellent. On parlait justement de la continuation des discriminations et des stigmatisations. On se disait, est-ce que ça revient? Bon, on a les statistiques qui nous disent que, en tout cas, ça recule pas trop et que ça revient en force, que ce soit un peu dans tous les pays, en fait. Parce qu'en Europe, on a les mêmes statistiques, aux États-Unis, on a les mêmes statistiques. Oui, il est évident que les personnes trans, c'est celles qui s'en prennent, je pense, le plus dans la tronche. Les personnes racisées aussi, c'est pas facile, forcément, puisque, bon, bref. Donc ça remonte partout. C'est ça, parce que moi, de mon côté, tu vois, je suis pas militante parce que justement, je trouve que je l'ai facile par rapport à d'autres personnes. J'ai beau être queer, je suis une personne blanche. Je suis une fille blanche. Donc, de base, j'ai beaucoup moins d'intimidation et de problèmes. Juste parce donc que tu te sens pas légitime. Non, c'est ça. En même temps, des fois, il y a des personnes qui peuvent parler et prendre la parole pour les autres parce qu'elles ont la capacité, et puis même, je veux dire, soit l'autonomie financière, morale, politique, la capacité de s'en prendre plein la tronche. Et donc, des fois, c'est important, je pense, de parler pour les autres. En fait, il y a ça, et c'est surtout que je me sens pas légitime parce que je préfère que chaque personne parle pour elle-même. Je déteste qu'on parle pour moi, je déteste être mise dans un groupe, donc personnellement, je trouve ça difficile de parler pour les autres. C'est un exercice à faire, mais tu sais, je regarde typiquement les droits des trans, s'il n'y avait pas eu d'alliés au début, c'était extrêmement difficile parce que les personnes trans ne pouvaient pas se outer comme ça. C'était dangereux. Mais voilà. Je parlais de. Donc, c'était important qu'il y ait des alliés à ce moment-là, mais après, il ne faut pas parler à la place des gens. C'est un équilibre. Non, c'est ça. Moi, si on m'invite pour parler pour des gens, d'accord, je vais le faire, mais par moi-même, je ne vais pas prendre l'initiative parce que je trouve que j'ai pas forcément un rapport sur ce qui se passe. Je ne suis pas la plus proche, je ne suis pas forcément la plus proche des personnes qui le vivent non plus. Donc, je préfère laisser la place à des gens qui sont plus éduqués, qui sont plus informés, qui vont vraiment transmettre la bonne information et les bonnes manifestations qu'on veut apporter. Parce que ça, c'est un vieux débat de sciences sociales, là. Éthique, extérieur, intérieur. C'est sûr, si j'entends des trucs injustes ou quoi que ce soit, là, je vais me prononcer. Si tu es à l'extérieur, tu as une certaine neutralité pour parler des choses, mais tu n'as pas accès au secret du groupe, aux dynamiques internes, etc. Alors que si tu es à l'intérieur, en observation participante, tu as plus accès à ça. Donc, c'est deux clés de compréhension. Qui pour moi s'opposent pas, sont complémentaires. Non, je suis toujours d'accord pour apprendre, ça c'est certain. Mais c'est vrai que après, de manière générale, il y a quand même une domination des groupes dominants tout le temps dans la prise de parole et tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça, puis surtout nous les garçons. Mais c'est ça, parce que on a quand même eu. C'est quand même terrible de vivre. Enfin, perso, moi je pensais pas qu'on revivrait qu'on vivrait un backlash comme ça. C'est comme si on retournait dans le temps en fait. On a eu une super amélioration de la vie, on a eu des points positifs, on a réussi à militer pour certaines affaires qu'on a obtenues. Et là maintenant, on retourne en fait. Tu vois, dans le monde, c'est comme si on retournait dans le temps, mais en étant quand même dans le futur. L'étudiant en histoire dans la classe là. Moi, je pense que, mais en même temps, on est rendu à ton tour de dire de parler de toi. Mais je pense que simplement, moi, je crois que d'abord étudiant en histoire, tu regardes les courants. Je veux dire, l'histoire se répète depuis toujours, dans le sens où et moi, je pense que c'était important de faire le lien entre une montée de la droite, une montée du conservatisme et de parler de crise financière. Je pense que le lien est tellement clair dans le sens où les gens sont... Il y a très peu d'empathie dans la société quand les gens ne sont pas capables de se payer un logement. Je pense que... Et je pense qu'il faut... moi, j'aime toujours repenser à ça, de se dire que ça allait mieux parce que l'économie allait mieux. C'est terrible, ça, quand même. Tu veux rebondir là-dessus? Jack, je vais prendre mon tour. Moi, je m'abstiens un peu depuis tantôt. J'ai pris des notes parce que quiconque me connaît sait que je passe tout mon temps à parler. Fait que j'essaie de faire des efforts. Je vais y aller justement peut-être avec une petite contextualisation historique. Là. Je ne vous ferai pas le gros topo, mais j'ai sorti quelques dates clés, puis je vais me permettre de faire le pont aussi par rapport à vos interventions avec ça. Parce que oui, effectivement, ça allait bien parce que ça allait bien, mais on le voit tout de suite, puis quand on ouvre un livre d'histoire, effectivement, on pense, mettons, je vais y aller un peu deep, là, mais on pense à la République de Weimar en Allemagne entre les deux guerres, ben ça allait vraiment pas bien. Très bien. Ouais, c'est ça, exact. Ça dépend quand, là. Puis,
effectivement, ce qui est arrivé, c'est qu'éventuellement, les nazis ont pris le pouvoir en s'alliant, dans le fond, aux gens qui cherchaient des boucs émissaires pour blâmer les blâmer pour les choses qui allaient moins bien. Les nazis n'ont pas pris le pouvoir, on leur a donné. Oui, on leur a donné, c'est ça, exact. c'est ça. Voilà. C'est extrêmement important de le dire. C'est extrêmement Excellente important de le dire. distinction. Ce sont les sociodémocrates allemands et les patrons allemands Voilà. qui ont donné le pouvoir à Hitler, Voilà, alors qu'il était vraiment, minoritaire dans ces Voilà. élections. C'est un peu ça où on veut en venir aussi avec cette intervention, c'est que, je veux pas parler à ton nom, là, mais effectivement, tu sais, quand les choses vont pas bien, il y a des gens qui vont dire qu'ils arrivent avec des solutions, puis forcément, on n'a pas le temps de s'informer parce qu'on travaille on a peut-être 2 jobs pour subvenir à nos besoins. On n'a pas le temps de vivre de l'empathie parce qu'on souffre nous-mêmes au quotidien, puis c'est prenant ces affaires-là. Puis c'est normal que quand toi, t'arrives pas à subvenir à tes besoins, tu te préoccupes peut-être un peu moins du droit de quelqu'un d'autre Il y a une d'avoir fatigue son genre. empathique qui se développe. Oui, une fatigue mais c'est ça. empathique, oui. Puis ça, poser la question à n'importe qui travaille dans le communautaire, la fatigue empathique, c'est vrai. Là. C'est scolaire un aussi. vrai phénomène au scolaire aussi. Bref. Et donc, du coup, on arrive à faire une sorte de maltraitance C'est non qu'on le voulue, permet. quoi. On un le peu comme dans la permet. santé, le scolaire, etc. En fait, oui. on n'a plus de moyens. On a une fatigue empathique à cause du manque de moyens personnels. Du coup, quelque part, on est maltraitant malgré nous. Ça me permet de faire le point, justement, faire le pont, en fait, vers le point que je voulais amener. Quand ça va pas bien, t'as pas envie de sortir, faire des manifs, faire la grève, aller faire des moyens de pression parce que t'es trop fatigué au quotidien. Puis effectivement, malheureusement, ce qui se passe, c'est que c'est les personnes qui sont déjà le plus opprimées qui se ramassent à le faire parce qu'ils ont plus le choix. C'est ça ou tu crèves. Ouais. Tu sais, on parlait de femmes lesbiennes. C'est ça. Mais tu sais, on parlait de femmes lesbiennes tantôt, justement, qui étaient au front. On pense, mettons, aux Stonewall Riots là, aux États-Unis, à Marsha P. Johnson, qui était une femme noire, trans, travailleuse du sexe. Ouais. Tu sais, la grosse figure, puis c'est un peu de là que les choses ont découlé. Ça a montré aux gens qu'il y avait un sens d'urgence, entre autres. Vas-y. Non, mais c'est quand même plus compliqué que ça. Oui. Il y a d'abord eu des émeutes à San Francisco Exact. avant celles de New York, et puis il y avait quand même des groupes dans les universités qui réfléchissaient déjà depuis un moment sur ces questions-là. Oui. Donc réduire ça à un seul événement, moi j'ai toujours de la difficulté avec ça, parce que je trouve que c'est un peu réducteur, mais bon, voilà. Ben non, mais t'as C'est tout mon à fait point de vue. raison. Puis c'est un peu ça le truc aussi, tu sais, on se trouve des figures importantes comme ça qu'on met de l'avant aussi, puis bon, c'est peut-être celles qui finissent par prendre... Ce qui est important, je pense surtout, c'est de dire que c'est des femmes transracisées, que Oui. c'est pas des hommes blancs, Exact, c'est ça. cis, qui... Puis effectivement, c'est des groupes de réflexion Voilà, parce que... ça c'est important, que c'est la marge de la marge, encore une fois, Ben, qui s'est ouais. mobilisée, mais voilà. Tout à fait. C'est un peu ça aussi que les gens voient aujourd'hui. Ils se disent que ça part de nulle part. Justement, les gens vont se dire il y a une femme noire trans à un moment donné qui a décidé de faire une émeute. Non, il y avait effectivement des groupes de réflexion qui s'attardaient à ça. Comme aujourd'hui, tout ce qui se passe, mettons, au niveau du développement des droits, trans, homosexuels, peu importe, pour toute personne queer. C'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui parce que quelqu'un a fait une publication Facebook. Là, ça se travaille depuis longtemps. Non. T'sais, par exemple, je vais vous sortir quelques dates, mettons, pour le contexte, pour les auditrices et les auditeurs. Disons, 1969, OK? Au Canada, modification du code criminel. Les rapports sexuels entre 2 adultes de même sexe consentants en privé sont décriminalisés. Fait C'est que la fameuse phrase de Omnibus. Trudeau, l'État n'a pas à être dans la chambre à coucher des gens. Exactement. Fait que jusqu'en Dans leur 69... pantalon, mais- Ben oui. Jusqu'en 69, c'était criminel d'avoir du sexe Une relation homosexuel à la maison. consentante. Consentante, c'est ça. Puis encore là, c'est que les gens peut-être ne voient pas si on n'étudie pas l'histoire juridique. Il y a toujours des textes de loi à déconstruire, à modifier, à changer. En 2019, au Canada, on a enfin abrogé des infractions relatives à la pénétration anale, entre autres. Puis tu sais, ça, on revient sur le point tantôt aussi, comme on va beaucoup critiquer l'homme homosexuel. Dans la législation, historiquement, là, le verbiage attaque beaucoup l'homme homosexuel. Dans le temps, on parlait de l'acte criminel en anglais de buggery, c'est spécifiquement la sodomie. Ben, généralement, Bien sûr, ouais. à part les jouets, c'est pas 2 femmes qui vont se sodomiser, tu sais, historiquement. On va regarder 1977. Ouais. Sorry. Bon, c'est correct. 1977, l'orientation sexuelle est ajoutée au motif de discrimination dans la Charte des droits et libertés de la personne au Québec. Ouais. C'est bien, puis c'est sans doute ça qui a permis à des choses comme en 1978 au Canada d'abolir l'interdiction d'immigrer pour les personnes homosexuelles. Cela, le motif de discrimination, il est plus protégé. Il faut le Ouais. comprendre aujourd'hui Ouais, avec la c'est clause ça. de dérogation Voilà. à son utilisation.
c'est là où c'est important de voir le passé pour Ceux-là sont plus contextualiser le protégés. présent. Effectivement, parce que si on a une clause dérogatoire qu'on peut utiliser à toutes les sauces, ben en fait, c'est pas une clause dérogatoire, t'as juste pas de constitution. D'ailleurs, en passant au congrès de la FTQ il y a 9 ans, c'est ce que j'avais dit au président. J'ai dit, si vous vous opposez pas aujourd'hui à l'utilisation de la clause dérogatoire et de la loi 21, vous aurez aucune crédibilité à vous y opposer quand ça attaquera les syndicats. Ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Quelle crédibilité ils On ont? leur avait dit. Aucune. C'est ça. C'est un peu le vieil adage aussi. Bon, je me souviens plus ça vient de qui, mais tu sais, on avait dit au début, ils sont venus pour les Juifs, j'ai rien dit. Après ça, ils sont venus pour les homosexuels, j'ai rien dit. Ils sont venus pour les handicapés, j'ai rien dit. Puis quand ils sont venus pour moi, ben il y avait plus personne pour parler. C'est drôle, hein? Mais bon, bref. Si on revient, mettons, à un petit historique rapide, en 2000, adoption au Canada d'une loi reconnaissant les conjoints et conjointes de fait du même sexe dans les lois fédérales. Fait que même avant ça, OK, c'était plus criminel d'avoir du sexe homosexuel à la maison, mais tu pouvais quand même pas être conjoint de fait. Le mariage, l'union civile, dans le fond, au Canada, c'est en 2005 que ça a été légalisé. Ça fait 21 ans, là. Seulement. Tu sais, pensez à ça, tout le monde ici à cette table-là, J'étais un c'était enfant. pas légal quand on est né. Pas du tout, non. Fait que ça fait pas si longtemps que ça, on y pense, là. Ça, d'ailleurs, je vais me permettre une parenthèse parce qu'il y a une notion importante. Tantôt, on parlait des générations, right? Une personne, on va utiliser le terme qui avait été utilisé dans la conversation dans ce temps-là, une elder trans, donc une femme trans qui a vécu les années 80 et tout, pour qui c'était très important de pass, donc d'avoir l'air d'une femme qui avait des fois des conversations avec des jeunes personnes trans qui lui disaient que, ben, tu fais reculer la cause parce que, tu sais, moi, je veux pouvoir être trans puis pas avoir à ressembler à une femme. Mais il faut comprendre que dans le contexte dans lequel elle a évolué, pour elle, c'était très important. Puis ça fait pas d'elle quelqu'un qui est moins militant, moins impliqué ou... Mais non, mais si les gens sont bien dans la norme, qu'est-ce que ça peut Je nous foutre à déteste partir la du moment norme. où il y a consentement? Ouais, puis du moment où tu as le choix de le faire, comme tout le mouvement des tradwives, c'est correct d'être une femme traditionnelle si c'est ça que tu as envie de faire puis que tu te sens respecté là-dedans. 100%. J'adore le... For you, not for me. but- Ouais, c'est Ouais. vrai. Ben, voilà. L'idée, c'est juste d'avoir le choix, le consentement. Et tu peux pas émanciper les gens contre leur gré de toute façon, Mais ça non. marche pas comme ça. Donc Ben, on il va- faut que les gens On vivent voit les bien, choses. on voit bien. Ça Comment? s'appelle Ah. plus une émancipation. On pourrait peut-être parler d'une certaine loi qui empêche les femmes de porter un voile au travail. Hein? Bien sûr. L'émancipation de la femme. L'émancipation parce forcée C'est n'est pas pas une remplaçable émancipation. Ben oui. Ben non, tu sais. Mais c'est parce qu'au final, c'est ça, on enlève toute forme d'agentivité aux femmes. Bien sûr. sûr, ouais. T'es pas capable de déterminer toi-même ce que tu vaux puis ce que tu devrais Bien faire sûr. dans la vie. Ben non, t'es une femme. Ben voilà. Tu peux à peine voter. Wow. Exact. C'était sarcastique, on s'entend. Oui, hein? oui. Voilà, 2019, bon, je l'avais dit, l'abrogation des lois relatives à la pénétration anale. 2022, par exemple, l'adoption d'une loi au Canada interdisant les thérapies de conversion. 2022. C'est fou, ça. Ouais, je sais, tu sais, la Commission européenne veut pas le faire. Le Parlement européen a voté largement à la majorité pour les interdire en Europe et la Commission européenne veut pas Pour l'appliquer. interdire quoi en Voilà. Europe? Les thérapies de conversion. C'est ça. Ben, tu sais, Gaël, tantôt, quand tu parlais, mettons, de ton père qui avait dit qu'il t'enverrait dans une institution psychiatrique si t'étais... hein, ben, ça part un peu de là, ces notions-là, la thérapie de conversion, la shock therapy et tout ça, ben, c'est parti de l'intention de dire mon enfant est malade, Oui. justement, l'homosexualité. La Cour était- suprême vient Ah oui, parce que- vient ah oui. d'interdire, aux États-Unis, vient d'interdire les lois qui interdisent la thérapie de conversion Voilà. au nom de la liberté d'expression. Voilà. Oui, Faut parce oser, hein. Ben oui, puis meanwhile, on parle d'extrémisme Tout en parallèle, religieux, essayer- tu sais. Ouais, c'est Et tout en parallèle, en essayant de limiter la liberté d'expression des autres. c'est Bon, vraiment enfin, vivre et laisser vivre, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Que, tu sais, on va se le dire, là, ça fait juste 4 ans que ça a été aboli au Canada. Ben, aboli en fait, qu'on a légiféré contre ça au Canada, puis aux États-Unis, c'est en train de revenir. Puis tout ça, ça part de l'idée que c'est une maladie mentale, l'homosexualité, le fait d'être trans, c'est une maladie mentale. J'ai des amis de ma génération qui pensent ça pour vrai, là. Bien sûr. Puis là, on arrive... Ouais, oui, je sais. Pourquoi c'est tes amis? C'est ça, c'est On en plein ça mon arrive à- regard. Oui, exact. Ben, on arrive à l'idée de pouvoir parler pour les autres quand on a la chance de le faire. Après, j'ai aucune illusion, tu sais, je sais que je vais pas convertir des gens qui sont fondamentalement extrêmes dans leur conservatisme. Ça donne rien. Encore est-il que je me pose la question, tu sais, moi, ces personnes-là, ça reste mes amis parce que, bon, on a beaucoup de vécu ensemble, puis tu sais, je les apprécie pour d'autres affaires, même si des fois, je respecte pas leurs opinions politiques, puis je leur dis carré. Après, je me dis, si moi, mettons, je me retire, ce qui serait tout à fait valable, ben,
qu'est-ce qu'ils ont comme exemple de personnes relativement queer dans leur vie. Exactement, ouais. T'sais, quand on laisse ces personnes-là à eux-mêmes, ben, ça finit par se faire des saluts nazis pour le fun, puis à un moment donné, ça devient un réflexe qu'ils appliquent pour de vrai dans la vraie vie. Puis je parle pas de mes amis spécifiquement, là, je tiens à faire un petit disclaimer, mais effectivement, on critique beaucoup l'idée de se mettre dans des chambres à écho. Ben, on a tendance à reproduire des fois ce pattern-là, fait qu'il y a une ligne importante entre, de un, le sentiment d'imposteur, puis de deux, la pensée autocritique. Il y a aussi une ligne importante entre est-ce que moi, j'ai l'espace pour faire ça? Je m'en vais dans des événements syndicaux. Bon, on le voit, je suis habillé de façon féminine. On le voit peut-être pas, je porte une robe en dessous, des collants et tout. Ben, il y a des gens qui viennent me voir puis ils me disent « Hey, tu portes des boucles d'oreilles, t'es-tu gay? » Puis je dis « Non, ben, pas tout à fait. » Mais... Ben, t'as la tête rasée, t'as-tu le cancer? Ouais, mais non, mais c'est ça l'idée, c'est que, tu sais, moi, ça me dérange pas parce que c'est une question, bon, peut-être malhabile, mais ça reste honnête, tu sais, l'intention est pas méchante en tant que telle. Sûr, ouais. Des fois, il y a des moments stratégiques, là, quand j'enseignais au secondaire, il y avait des jours où, tu sais, j'allais à l'école, je me suis dit, aujourd'hui, je vais porter des vêtements féminins en sachant pertinemment qu'il y a un élève qui va me demander si je suis gay. Puis je vais utiliser cette opportunité-là pour avoir une vraie discussion avec quelqu'un, puis juste lui montrer que, ben non, tu sais, c'est pas parce que tu portes une jupe quand t'es un homme que t'es nécessairement gay ou peu importe. Rose, c'est pas pour les filles. Puis... C'est ça. Puis oui, on le voit malheureusement, je l'ai vu aussi, là, il y a une recrudescence de l'homophobie au secondaire, particulièrement à Montréal, bon, dans les secteurs où il y a plus de difficultés financières, parce qu'encore une fois, quand il faut que tu te préoccupes de manger, tu te préoccupes pas des droits des personnes qui te ressemblent pas tant que ça. L'énergie, elle va ailleurs. Exact. Ouais, puis je pense que c'est important, justement, tu le mets l'avant. Puis moi, je pense que c'est ça que j'aime de faire, en fait, de la vulgarisation avec le grand public, c'est que souvent, ces questions-là qu'on peut voir comme déplacées, souvent ne sont pas mesquines. Ouais. Et je veux dire, beaucoup... L'intention. Tu parlais d'intention. Oui, l'intention est souvent... Et mettons aussi, souvent, je donne des formations pour la coalition des familles LGBT dans les cégeps, où est-ce que je donne beaucoup en éducation à l'enfance. Puis en éducation à l'enfance, comme on sait, majoritairement, c'est des nouvelles arrivantes, c'est des femmes qui sont arabes, qui sont noires, puis c'est des conversations qui sont très plaisantes et intéressantes, mais qui débutent toujours avec des questions qui peuvent être vues comme quelque chose de transphobe, mais ça l'est pas. C'est juste un manque d'éducation. Exactement. En fait, mais même pas, moi je dis souvent, par exemple, juste un manque d'éducation, mais mettons, je dis souvent, l'homosexualité, par exemple, aujourd'hui, au Québec, on a une connaissance de l'homosexualité générale qui est assez grande, au point où est-ce qu'une personne homophobe, par exemple, va savoir qu'est-ce que c'est être lesbienne. Mais quand on parle de transphobie, c'est très difficile aujourd'hui, en 2026, de voir la différence entre une personne qui est transphobe et une personne qui ne connaît pas les mots. Parce que la connaissance générale de la société sur... moi, la majorité des gens que je rencontre pensent qu'une femme trans, c'est un homme trans, et l'inversement. Ils sont comme toi, tu étais une fille avant, fait que tu es une femme trans. Et là, de leur expliquer. Non, être trans, c'est un adjectif. Donc, imaginez, si je disais toujours que j'étais une femme trans, j'aurais toujours à dire que j'étais femme avant. Donc, voyez le mot trans comme un adjectif au fait que je suis un homme. Tu viens de me comme dérouler si j'étais ça. un petit homme ou un grand homme, vous comprenez? Et moi, c'est ça que j'aime, c'est d'avoir ces conversations-là qui sont très tangibles. Et je pense que c'est important, puis je vais peut-être... je pense que dans la lutte, en fait, dans le retour, dans une montée de la droite, en tant que gauche, en tant que milieu queer, la chose la plus importante, c'est de vraiment se recentrer sur qu'est-ce qui est tangible. Souvent, on me demande qu'est-ce que je peux faire pour être un bon allié aux personnes trans, par exemple, et je leur dis, réfléchissez à qu'est-ce qui est le plus tangible possible. En tant que personne trans, vous le savez, quand on transitionne de manière médicale ou de manière légale, ben, c'est beaucoup de travail bureaucratique. Donc, c'est beaucoup plus radical, je peux aller à la racine, d'accompagner un ami à remplir un formulaire, de dire, moi, par exemple, mes cartes de crédit ne sont pas encore changées. Non, ça fait 7 ans que je fais ma transition. Juste d'offrir un soutien. Oui, offrir un soutien. Offrir une épaule, offrir à la personne, t'es pas toute seule, je suis là avec toi. Ou même juste de s'asseoir et d'écrire avec. Je pense qu'il y a quelque chose de très radical à ce niveau-là. Et pour moi, par exemple, mon père, qui est un homme que j'aime beaucoup, qui encore aujourd'hui va m'appeler par mon ancien nom, qui parfois il va se tromper, mais je sais que son intention n'est pas mauvaise, dans le sens où est-ce que je sais que après ça, il me montre comment souder, il me dit que je soude tellement bien, puis que mon grand-père soudait, puis que ça doit venir de là, dans le sens où les choses ne sont pas noires ou blanches, et il faut qu'on arrête de voir les trucs de manière assez dichotomique, dans le sens où c'est pas parce qu'une personne te met genre qu'elle te déteste. Hein?
Et ça, je pense qu'on l'oublie des fois parce que cette radicalité-là, cette radicalisation de la droite-là, veut pas, nous crée un aura de peur constante. Et je comprends, moi aussi je le vis. Je suis comme, OK, mais si à tous les jours dans les médias, il y a un truc de plus qui me dit que je suis pas safe nulle part, mais c'est faux. Hein, dans le sens où est-ce que j'étais à une rencontre de Unifor l'année passée, Unifor, un syndicat, puis c'était le rassemblement de tous les représentants syndicaux LGBT en fait du Canada. Et on était 500, je pense. Et on a eu une magnifique conversation sur comment, en fait, nos alliés sont beaucoup plus proches qu'on pense. Et des conversations avec des gens qui travaillent. C'était intéressant autant dans les sables bitumineux que dans l'hôtellerie, que dans les réseaux de transport à Vancouver. Des conversations très tangibles où est-ce que l'ennemi, c'est pas ton collègue qui va se tromper de pronom. Hein, l'ennemi, c'est le 1%. Hein, on l'oublie. L'ennemi, c'est quoi? Et je pense qu'il faut qu'on arrête de se pousser à être fâché contre son prochain. Il faut un peu plus de curiosité. Moi, je pense que la curiosité, c'est peut-être le mot de l'heure. Mhm. Et de patience aussi. Notamment parce que lorsque les conditions matérielles sont remplies, que tu vis dans des conditions matérielles décentes, en général, tu vis moins de discrimination. En tout cas, elles ont moins d'impact sur ta vie. Parce que tu peux un petit peu soit les éviter, ou en tout cas, elles n'ont pas d'impact, elles ne t'empêchent pas de te loger, elles ne t'empêchent pas de trouver du travail, etc. Donc c'est vrai que ça change. Mais est-ce que vous voyez un recul par rapport à, je ne sais pas, quand vous étiez plus jeune? Je suis déjà assez jeune. Est-ce que vous vivez les choses comme un Je peux pas trop recul dire, en fait. ou... Parce que moi personnellement, moi je suis assez catastrophé là, par rapport à quand j'avais 20 ans. Bah, c'est aberrant de regarder les nouvelles et de se dire qu'on est encore et candidat. d'ailleurs, je pense que c'est pas encore très très intégré la gravité des choses parce que il y a toujours une euphémisation au Québec. Toi, tu parles de montée de la droite. C'est pas la montée de la droite, c'est la montée de l'extrême droite. Ah oui, t'as raison. En fait, T'as raison. et on n'arrive pas à le dire. C'est vrai que le Québec, on est comme ça. On n'arrive pas à le nommer. Tout va Mais bien. ces Ben oui, idées-là, ça va bien elles aller. sont directement piochées À 100%. dans les partis d'extrême droite, que ce soit des États-Unis ou d'Europe. Ah oui, 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 C'est oui, les oui. mêmes choses qu'ils veulent. 100%. C'est justement ça. Donc c'est pour ça on a du mal à nommer les choses. Mais bon, est-ce que ça fait peur? Je sais que. Est-ce que vous pensez que cette culture québécoise de consensus, de recherche du consensus, du fait qu'il n'y a pas de chicane dans ma cabane, est contre-productive pour nos droits? Ou est-ce qu'elle est ralentie? Est-ce qu'elle les C'est une bonne invisibilise? question. C'est une Ouais, bonne ouais, question. c'est- Parce qu'il faut jamais oublier que le Québec était toujours les premiers pour les droits des personnes homosexuelles. Mhm. Tu l'as nommé tantôt. Hein. Ouais. 2002 versus 2005, c'était quoi, 77 versus 78. Ouais, quelque Il y a chose toutes ces du genre. choses-là où est-ce que le Québec l'a toujours dit avant. Le recul, par contre, se fait se sentir de plus en plus. Mais, ouais, vas-y. je sais que t'as- Ben non, la fascisation, je veux dire, c'est fou parce qu'on parle vraiment beaucoup d'intersectionnalité, encore une fois, parce que c'est ça, c'est la fascisation, elle concerne tout le monde, elle concerne pas juste les droits des personnes Bien trans, sûr. puis c'est drôle, ben, c'est drôle. C'est une question qu'on se pose tous les jours avec mes amis. Tu parlais de QS, ben là, les élections s'en viennent, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est très intéressant, mais je trouvais intéressant aussi ce que Henri June a amené parce que... oui, à grande échelle, ça va vraiment, vraiment pas bien. Absolument, absolument. Mais je pense que des fois, puis peut-être que je vais sonner vraiment des lulus, puis peut-être un petit peu trop positive, mais je pense que surtout dans le contexte là, qu'on Mais fait il le en faut des gens podcast... optimistes. Ben, en fait, Ouais. c'est pas... Je suis optimiste, mais autant que tu dis... tu sais, je sais pas qui disait tout à l'heure, on n'a pas le choix de lutter, qu'on n'a pas le choix d'être optimiste puis de se raccrocher à ces petites victoires, notamment en tant que personne racisée. Moi, quand on parle d'éducation, parce qu'on parlait de manque d'éducation, mais je pense que ce que tu donnais comme exemple avec les éducatrices arabes, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est de l'ignorance, en fait. C'est pas nécessairement un manque d'éducation, c'est que c'est pas quelque chose à laquelle elles sont habituées. Et C'est pas aucune quelque malice. chose... C'est ça, Aucune et il malice. y a aucune... Quand on va dans l'intention, il y a aucune malice. Puis je me rappelle dans la préparation du podcast, je vous avais donné l'exemple d'une personne photographe quand il y avait eu la manif anti-trans là, de EPNE, donc Ensemble pour la protection de nos enfants. Il y avait deux camps. Donc, il y avait les personnes anti-trans qui manifestaient. Et de l'autre bord, il y avait nous qui militions pour les droits des personnes trans et la possibilité de parler de genre et de sexualité dans les écoles, notamment primaires et secondaires.
il y avait une photographe qui était de l'autre côté vraiment avec Epney, que j'ai revu dans d'autres contextes, notamment dans des manifs pour la Palestine. Et à force de lui parler, elle était comme « Oh, mais vous êtes toutes queer, puis vous êtes toutes là pour les droits des personnes palestiniennes. » Puis on était comme « Ben oui. » Puis elle était comme puis ça vous dérange pas ce qu'on dit sur le fait que les Arabes vous tueraient si vous... Puis j'étais comme, mais ça, c'est du pinkwashing. Ça, c'est de l'homonationalisme. Et aujourd'hui, cette personne, photographe-là, vient prendre des photos, notamment à la Wild Pride, puis est de notre côté si ça fait du sens. Je pense que c'est beau, ça. Ben Je pense que oui, globalement, à l'échelle plus de nos institutions et du gouvernement, ça va vraiment pas bien. Il faut continuer de lutter. Il faut se décider de qu'est-ce qu'on va faire pour les prochaines élections. Est-ce qu'on vote pour QS, puis on essaie de les ramener plus à gauche, puis on essaie de leur rappeler how they started, ou est-ce qu'on fait autre chose? Mais dans la politique de petits pas et au niveau plus, tu sais, mettons, personnel, il y a les petites victoires comme ça qui, je pense, sont importantes. Et tu as dit patience tout à l'heure, Gaëlle, mais c'est vrai, il faut beaucoup de patience pour avoir cette ouverture-là, quand malgré le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, que tu reçois beaucoup de pression, tu l'as dit que ça t'est arrivé 5 fois, mais quand même, ce sont 5 fois de trop, les fois que tu t'es fait attaquer ou qu'on n'était pas d'accord avec toi. Donc, je pense que c'est beau de quand même vouloir continuer de lutter. Et on parlait de burn-out. Je pense, je sais pas, bon, personnellement, j'en ai vécu aussi un burn-out militant qui était dû, non pas au fait que c'était les fachos qui m'avaient affecté, parce que ça, je me suis habituée. Le burn-out venait du fait que mes propres communautés m'ont tourné le dos. Et je pense que c'est la même chose pour toi. C'est tout le temps la même chose. Exactement. La violence interne à nos communautés. Exactement. Où il y a une intransigeance qui est extrêmement problématique selon moi. Qui est hyper violente en fait. Parce que moi, c'est ça qui m'a mené au burn-out, c'est d'avoir l'impression que je donne tout à ces communautés-là et qu'ils ne sont pas satisfaites parce que je ne suis pas parfaite. C'est parce que je pense que dans nos sociétés, on laisse pas assez la place aux émotions, on les délégitime, et au Québec, on délégitime beaucoup la colère. Et le problème, c'est que la colère, souvent, c'est la seule arme de personnes qui n'ont pas forcément une maîtrise du français qui leur permet de faire des longs discours et de faire son fin finot, comme on dit. Donc c'est sûr, mais c'est vrai que moi, c'est très compliqué En fait, j'ai vécu beaucoup d'agressions psychologiques et verbales dans les milieux militants, beaucoup plus que dans la rue ou même avant. Et puis, comme je dis souvent, il n'y a pas une seule femme voilée en France ou ici qui m'a fait vivre de l'homophobie. Exactement. Ça a toujours été des bons toujours les personnes à l'aise en société, en fait. Souvent. Et puis moi aussi, j'avais des préjugés. Donc forcément, je pensais que tous les hommes arabes étaient homophobes. Donc j'avais peur. J'avais peur. Puis après, j'ai fait ma maîtrise sur les hommes homosexuels d'origine arabe à Paris. Donc j'ai mieux compris un certain nombre de choses. Et puis après, tu comprends, puis ça se développe. Puis bon, aujourd'hui, on voit qu'il y a même des prides de banlieue. Ce qui, moi, à 20 ans, j'aurais jamais imaginé que c'était possible. Mais c'est de l'ignorance, c'est ça, c'est que tu savais pas. Quand la Prague de Laval, mais... D'une seconde à l'autre, en fait. Je vais y travailler, je te le promets. Mais effectivement, donc effectivement, tu es optimiste. C'est que, en fait, j'ai pas le choix de l'être, honnêtement. Ouais. Honnêtement, je pense que tout va mal, absolument. Puis si je n'avais pas cette once d'optimisme en moi, je serais couchée dans mon lit. Parce que je serais encore en burn-out. C'est ça l'affaire, c'est qu'il faut que je me nourris de quelque chose. Et j'ai l'impression de dire cliché après cliché, mais je me nourris d'espoir. Parce que oui, tout va mal et les fachos sont en train de prendre le dessus sur beaucoup de choses, mais je laisse la place à mes alliés blancs qui ont l'énergie de le faire, de se battre pour ces luttes-là. Puis moi, je vais me battre pour les luttes qui me concernent. C'est la première fois de ma vie que je me permets de le faire parce que j'ai toujours essayé d'être dans les luttes de tout le monde. Et je peux plus le faire. C'est important de te protéger toi-même. Mais c'est ce que je fais, ce que je trouvais très difficile au départ, parce que j'avais l'impression d'être égoïste, et c'est quand même ridicule de se dire que de lutter pour des... Parce que quand je lutte pour moi, je lutte aussi pour mes adelphes qui ont des réalités d'oppression qui ressemblent aux miennes. Mais maintenant, je me permets de le faire. Je pense que ça a pris beaucoup de temps. Bon, ça a pris tu sais, je milite depuis que j'ai à peu près 15 ans, j'en ai bientôt 30. Donc, ça a pris 15 ans pour moi d'accepter que now it's time for me
to think à mes propres luttes, puis me dire que si je réussis à changer les choses pour moi, ça va aussi changer les choses pour d'autres gens qui me ressemblent. Et que pour les autres luttes pour lesquelles je continue de lutter, évidemment, c'est peut-être un peu moins fort parce que je sais que d'autres gens vont le faire. Ouais. Il faut se défaire de ce sentiment de culpabilité-là, de pas en faire assez, de pas être assez cool, de pas être assez militant, tu sais. C'est normal, là, on l'a tout à quelque part un peu, on l'a tous et toutes, ce sentiment-là. Ça vient avec la pensée critique au début. Mais tu sais, si on fait référence au playbook fasciste par excellence, c'est de multiplier les incongruités, puis les attaques, puis juste, comme on dit en anglais... throw shit on the wall and see what sticks. C'est-à-dire, tu pitches des affaires sur le mur, puis tu vois ce qui reste collé, puis le reste, tant pis. Mais c'est un peu ça, à force de constamment consulter des nouvelles qui traitent des choses qui vont absolument mal dans le monde, on se décourage, puis ça rend service aux gens qui veulent attaquer nos droits. Effectivement. Et puis, il y a une grande responsabilité des médias là-dedans. Ben oui. Énorme. On est d'accord qu'ils font de moins en moins d'informations, désinformation vérifiées, etc., et qui sont complètement orientés. Oui, À la limite qu'ils soient orientés, ça, bon, bienvenue dans la vie, mais ils prétendent être neutres oui, en plus. et amener une information objective. Alors qu'ils ne le sont absolument pas. C'est les choses clivantes qui méritent débat, pas quand on est tous d'accord et qu'on répète la même chose au micro, puis qu'on se regarde, oh mon Dieu, ma chérie, qu'est-ce que t'es intelligente. C'est donc bien militante. Ah, ouais. Puis, bon, donc moi, j'y arrive plus, j'ai du mal, donc j'écris plus de résolutions, etc. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est la force d'inertie des institutions. Et ça m'a pris du temps à l'accepter et à voilà. Ça avance pas aussi vite que nous, comment on avance et comment on voudrait que ça avance plus vite, quoi. Et donc, ça prend du temps. Enfin, tu te rends compte quand même, je suis arrivé en 2013, premier congrès FTQ, première résolution sur les états généraux du syndicalisme. Ouais. Quand même. Qui avait été voté. Ouais. On est en 2026. Ça a pris 13 ans. Ouais. Parce que tu te rends compte, c'est complètement fou. Donc il y a plein de choses comme ça. Pourquoi les gens ont peur? Je pense que c'est un manque de communautarité. Puis tu sais, enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, là, OK? Moi, ce que je vois, par exemple, là, on prend le discours de Zoran Mamdani à New York City, on va remplacer la froideur là, de l'individualisme endurci avec la chaleur de la collectivité. Ben, ça a suscité un tollé incroyable. Là. C'est un communiste, c'est dégueulasse ce qu'il dit. Mais au final, c'est vrai, tu sais. Sauf que ça marche et Alexandra Ocasio-Cortez mène les sondages de la primaire. Premièrement, ça fonctionne. Ça, c'est bon, ça. Deuxièmement, tu sais, on vit dans un monde où on est séparés physiquement les uns des autres de plus en plus. Ce qu'on a comme contact avec la réalité, la plupart du temps, c'est souvent les réseaux sociaux. Tu sais, les gens qui prennent leur take politique vont se fier aux cas extrêmes qu'ils vont voir sur les réseaux sociaux. Les médias. Oui, j'ai vu une publication de je sais plus trop Kiki Rose ou je sais plus trop c'était qui disait que les personnes trans qui capotent quand on les met genre puis qui me disent qu'ils vont me tuer puis wow, OK, ça t'est arrivé une fois dans ta vie parce que tu parlais avec un keyboard warrior sur Internet. Tu généralises après ça. Tu généralises, j'en connais pas, moi, personnellement, des personnes trans comme ça. Puis j'en connais quand même beaucoup, tu sais. Ouais, puis encore moins en présentiel, dans le sens qu'il y a cette chose-là où est-ce que, et si je peux me permettre d'aller là, la crise, la COVID nous a beaucoup, a beaucoup individualisé, nous a beaucoup mis chacun de notre côté. Et je pense que même pour la militance... cette idée-là de militance est devenue très en ligne. Et il y a quelque chose d'intéressant, puis on peut en parler si vous voulez. Le phénomène des réseaux sociaux, moi je suis créateur de contenu, là, mais le phénomène des réseaux sociaux pour la communauté LGBT précisément, c'est vraiment un couteau à double tranchant incroyable. Dans le sens où est-ce que d'un côté, tu as une reconnaissance de qui est-ce que tu es. Moi je me souviens, le mot trans, je l'ai appris, j'avais 20 ans. Fait que je veux dire, il y avait quand même 20 années avant ça où est-ce que j'avais le temps de me dire que j'étais dégueulasse. Là. Donc, il y a dans le sens où est-ce que, quand il n'y a pas les mots, il n'y a pas les mots. Mais les réseaux sociaux donnent un accès absolument privilégié et assez merveilleux, en fait, à plein de gens, à plein de modèles. Mais de l'autre côté, nous donnent aussi des situations en silo, nous perd le contact avec la réalité. La propagande aussi, là. Propagande, mais même juste souvent, je parle avec des parents, mettons des parents de jeunes trans, et ils me disent
et là, c'est peut-être un peu tabou, qu'est-ce que je vais dire, d'accord? Mais ils me disent, mon enfant est capable de me dire qu'il est, je sais pas, non-binaire, nanana, capable de me donner son alphabet, par exemple, d'identité, mais a peur de sortir de chez soi, ne rentre pas en contact avec d'autres humains, n'est pas très communautaire. Hein, dans le sens que cette communautarité-là, elle est en ligne, mais même ça, et je pense qu'il y a quelque chose de très important, où est-ce que moi, par exemple, et je suis très jeune, là, j'ai 33 ans, 34 dans un mois, mais je suis très jeune, mais j'ai eu ces conversations-là avec les gens où est-ce que mes idées étaient reprises, dans le sens où est-ce que je discutais, je développais qui est-ce que j'étais, j'avais des conversations, des gens avec qui j'étais pas du tout d'accord sur certains enjeux, mais d'autres très d'accord sur d'autres enjeux. On avait des discussions en vrai, et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant avec ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Là? Je lance ça. Ben écoute, Oui. pour moi, les réseaux sociaux, c'est extrêmement toxique. Hein. J'ai arrêté complètement. J'ai encore un compte Instagram, mais c'est juste pour voir mes amis et des chols. Pas des réseaux sociaux, vous, sur vos... Toi, tu dis, bon, on a compris, c'est ambivalent, ça peut être positif, ça peut être négatif, il y a des points négatifs, des points positifs. Ça aide à donner accès à l'information à des personnes pour qui c'est plus simple d'être en ligne que d'aller demander en présentiel. C'est plus facile d'avoir l'information derrière l'écran, comme c'est plus facile de faire du cyberbullying parce qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui sont plus à l'aise d'avoir l'information en tant que personne anonyme que vraiment de se mettre de l'avant et de se présenter pour avoir les informations. Mais est-ce que c'est pas un cercle est-ce que c'est pas un cercle vicieux? Je veux dire, on déshumanise nos rapports sociaux. Moi, j'aime pas du tout les réseaux sociaux. Et est-ce qu'on est vraiment, est-ce que c'est rendre service finalement à nos jeunes? Moi, j'ai quitté les réseaux sociaux après Wild Pride, notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques après Wild Pride, de beaucoup de gens qui n'étaient pas contents avec la manière dont on avait géré ça. Puis encore une fois, c'était pas les fachos. Non, mais les gens n'étaient pas contents. Les gens Quand étaient on pas avait fait contents. le Forum Social Mondial à Montréal, on avait organisé des conférences LGBT, etc. On s'était fait Ils sont pas contents pour le sujet, on pas pour la s'était fait façon dont c'est ramasser fait. par tous les queers. Hein. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Pour les gens, on n'était pas assez rade et moi, j'ai juste quitté les réseaux sociaux. Il y a aussi ce phénomène de call out. Moi, je suis vraiment beaucoup... Comme, mettons, Je peux pas vous donner des noms. Get C'est ça. cancelled. Je pourrais vous... Tu sais, mettons, je suis pour le call-out quand il y a eu plusieurs tentatives de call-in, puis qu'éventuellement, ça devient dangereux. Pour Fierté Montréal, j'ai fait un call-out. J'ai fait un post qui est devenu viral, puis qui a fait en sorte que les gens ont appris plein d'affaires sur Fierté Montréal. Mais avant ça, je leur ai envoyé 1001 courriels qui n'avaient pas été répondus. Puis ça, c'était l'ancienne administration, parce que en ce moment, on a la nouvelle administration, j'essaie de leur parler. Je suis plus... je me sens plus à l'aise avec eux. Je dirais pas plus, mais on a eu une rencontre et c'est des personnes très parlables. Mais je parle de l'ancienne administration. Moi, je me suis déjà fait call-out sur les réseaux pour quelque chose qui n'était même pas vrai. Donc, il y a quelqu'un qui a déjà fait une story à un moment donné en me taguant, un compte qui avait quand même plusieurs milliers de followers, en disant que j'étais pas vraiment queer et que j'étais à la tête d'un organisme pour les personnes queer racisées. Il y a plein d'affaires. Moi, je trouve que c'est effectivement dangereux. J'ai pris une pause pendant plusieurs mois. Je suis revenue, je pense, il y a 2 mois environ. J'ai hâte de repartir. Je reviens, je reviens comme de manière saisonnière pour comme 6 mois. Là, je viens d'écrire dans un collectif, donc je voulais faire un petit peu de pub pour le balado, pour d'autres affaires, mais c'est sûr que je pense que c'est très sain de s'en retirer parce que c'est vraiment, c'est exactement comme Henry June le disait, les gens sont hyper à l'aise derrière un écran sur leur téléphone, mais dans la vraie vie, c'est pas du tout le cas. Et la vraie vie, c'est là que les choses se passent vraiment. Les quelques mois que j'ai passés à l'extérieur des réseaux, j'ai tellement... ma santé mentale ne s'est jamais aussi bien portée, en fait. On se comprend mieux en réel. Discutons. Allons prendre un café plutôt que de se parler puis de faire une story. On peut préciser et pas interpréter. Parce qu'il y a Je pas ne vais de pas fausse interpréter. Tu ne m'as information pas en face à envoyé face. d'emoji. Est-ce que ça veut dire que tu me détestes? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Mais en plus, il y a des codes justement dans l'écriture par Ebony. Moi, je savais pas, par exemple, quand tu mettais un point dans ce volant. Mais exactement. La manière dont tu écris, si tu mets des J'ai appris ça, j'ai vu des articles. Ah non, et mais tout, tu mets je pas sais de point, en fait. Exactement. Ouais. Alors qu'on pourrait juste aller prendre un café. Je pense que 1001 Et 3 petits chicanes points en aussi. ligne. Absolument. Alors après, on rigole avec mes amis, je mets 3 petits points, puis c'était des 3 petits points extrêmement agressifs. C'est ça.
Bon, c'est lol, quoi. Mais non, mais c'est vraiment ça. C'est pas de l'exagération. Ou si tu laisses C'est vrai. quelqu'un en red. Moi, Terrible. j'ai 300 messages non lus sur mon téléphone. Si je ne te réponds pas, ça veut pas dire que C'est je pas t'aime personnel. J'ai pas le temps, j'oublie de répondre. Dans ma tête, je t'ai répondu, j'ai vu ton message, il m'a fait rire, je t'aime. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit déconstruire parce que nos téléphones sont devenus une partie intégrante de notre quotidien pour certaines personnes. Mais guys, on doit touch grass, toucher du gazon, Ouais. toucher du gazon, regarder les gens dans les yeux, Mais ça prendre des provoque de la cafés. terreur. Moi, j'ai vu des militants terrorisés parce qu'il pourrait leur arriver, quoi. Puis si on avait peut-être pas été un petit peu plus âgés, on leur aurait dit, mais non, ils viendront jamais zapper des personnes racisées. Ils oseront Les mets pas au défi, ils vont le faire. Hein. parce que ces personnes n'ont pas voulu se positionner sur... Mais bon, c'est en 2018, hein, on n'était pas en plein génocide, donc je pense que les choses étaient peut-être... Plus tempéré. Bah, disons que les gens... Mais les médias sociaux en 2018 puis aujourd'hui, c'est complètement différent. Tu sais, Ah ouais. aujourd'hui, je veux dire, ça explosif, là. On en parlait justement avec Henri June parce que dans nos propres communautés, ça devient difficile. Moi, j'appelle à plus de solidarité. Avant de call out quelqu'un qui fait partie de ta communauté, qui ne t'a jamais déçu, qui a fait une erreur, on fait tous des erreurs. On est humain. L'erreur est humaine. Peux-tu m'écrire un message? Ouais. Peux-tu m'appeler? Peux-tu m'écrire à moi Peux-tu avant de faire une communiquer? story pour appeler au boycott? Ben, notamment les Vraiment. exclusions pour les questions d'agression sexuelle. Moi, Notamment enfin, j'avais écrit un texte là-dessus, mais c'est vrai que c'est très violent, surtout dans des communautés où t'as que toi, quoi. Enfin, je veux dire, une femme trans, si elle se fait exclure de plein d'endroits, il lui reste quoi? Est-ce que le safe space est possible? Est-ce que le safer space a pas des limites? Et est-ce que ces choses-là ont évolué? Moi, je vois le safe space en lien avec la famille choisie. Donc pour moi, la famille choisie, c'est mon safe space et vice-versa en fait. Donc toutes les personnes avec qui je pourrais me sentir bien, soudainement, elles vont faire partie de ma famille choisie. Ma famille choisie se connaissent pas forcément tous entre eux. Ils Ok. sont choisis mais par moi, tu vois, ils sont pas choisis tous ensemble. Mais Ok, donc tu as une définition très large. pour moi, oui. de famille choisie. Mais c'est pas énormément de personnes, ça reste un petit groupe de genre 5-6 personnes, mais ça reste que c'est personnel à chacun et c'est de la façon qu'ils voient la famille choisie, la façon qu'on voit le safe space. Et je peux pas vraiment me prononcer en fait justement sur les changements là-dessus parce que je suis pas vraiment out depuis longtemps non plus. Ça va faire 5 ans, je suis un bébé là-dedans. Oui. Ouais, donc je sais pas vraiment ce qui aurait changé. Mais toi-même dans ta vie, est-ce que tu as vécu des moments justement où tu vivais un dans les malaise? dans les relations hétérosexuelles, oui, parce que je suis pas hétérosexuelle et pour l'autre personne, c'est difficile de comprendre que d'être avec cette personne ne fait pas que moi je suis hétéro. Mais les gens ont de la misère à comprendre que c'est pas parce que je suis avec un homme en ce moment que prochaine relation ce sera pas une femme ou ce sera pas une personne trans, ce sera pas ça peut être n'importe qui en fait. Mais c'est juste que du moment que tu es dans un couple hétérosexuel, c'est fini. Tu fais plus partie de la communauté, t'es queer, t'es pas queer, t'es vraiment hétéro et puis t'as pas le droit de te prononcer en fait parce que t'es dans une relation avec un homme, donc tu sais pas vraiment ce qui se passe, tu sais pas ce qui se vit et ce que t'as à dire c'est pas forcément valide. Mais pas forcément en fait parce qu'on est on n'a pas le choix de cacher enfin j'ai senti que j'avais pas le choix de cacher ce que j'étais parce que la personne ne comprenait pas et que c'est plus simple de dire bon regarde je suis hétéro, je suis avec toi que de dire je suis attirée par tout le monde parce qu'après la personne ne comprenait pas ce que ça implique, ce que ça veut dire. Mais pour les néophytes, est-ce qu'il n'y a pas une injonction, une contradiction à revendiquer de plus en plus une certaine forme de fluidité, tout en revendiquant aussi des cases? Par définition, une case n'est pas fluide. Hein. Est-ce que les gens, c'est compliqué. J'essaie de me mettre à la place des autres, là. Des normaux. Que ça peut être compliqué. Des dominants. On va dire. Je préfère ça énormément. Et comment on fait? Parce que c'est compliqué de revendiquer les deux à la fois. Pour les gens, je pense que c'est compliqué à conceptualiser. Dire, ça dépend des jours. Les gens, ils ont besoin de cette stabilité-là, quoi. Sujet, verbe, complément. Ça les regarde Sinon, pas. Ça les regarde pas, mais dans ces cas-là, ça les impacte. dans ces cas-là, ils vont te dire, pourquoi vous revendiquez si ça me regarde pas? Parce que c'est pas qu'on Tu me dis, je dois respecter, en même temps, tu me dis, ça me regarde pas. On revendique parce que on veut. C'est pas forcément le terme de respect, c'est plus qu'on veut plus être ostracisé. Tu vois, c'est l'autre côté de la médaille. On veut pas forcément être mis sur un pédestal, on veut juste être peut-être reconnu, mais surtout
pas tuer. Mhm. C'est plus dans ce sens-là. C'est dans le sens que c'est dangereux pour certaines personnes de se présenter telles qu'elles sont, Ah, mais et c'est ça clair. ne devrait pas l'être. Vivre et laisser vivre, pourquoi toi, tu aurais le droit de t'afficher? Pourquoi J'ai toi... pas une seule personne, amie trans, qui s'est pas fait frapper et tabasser dans la rue. Pas une seule. Mais c'est comme, tu sais, comme les personnes. Peut-être que ça va être boiteux comme analogie, mais c'est comme les personnes blanches qui pensent tellement que c'est des bons alliés, puis qui te disent, tu sais, moi, je vois pas les couleurs, mettons. Ah, Ah, En fait, c'est ça le problème. C'est pas que je veux pas que tu vois les couleurs, c'est que je veux que tu les vois, mais pas que tu les vois, puis que tu m'infantilises, puis que tu me regardes de haut, puis que tu penses que tu dois Juste me que tu mettre dans prennes une note case, puis que qu'elle tu dises. existe. C'est ça, je veux pas que tu dises, ah, mon ami Samia l'arabe ou mon ami Samia la lesbienne. Je veux que tu vois qu'on est différents, mais que ça ne change pas ta manière d'interagir avec moi. tout comme nous, Et on qu'on convenait ait que vous les êtes mêmes normaux. De toute façon, c'est pas vrai. Qui voit pas les couleurs. Mais non, c'est pas vrai, Ah. c'est juste une Si tu le façon dis, de... c'est que justement, Mais il voit. exactement. Ouais, ben Mais c'est, en fait, je pense que c'est cette analogie-là, c'est que oui, je veux que tu comprennes qu'on n'est pas pareil, mais qu'on devrait avoir les mêmes droits et accès aux mêmes services, accès aux mêmes soins, accès au même tout. C'est ça l'affaire, en fait, c'est de, dans nos différences, comprendre que malgré tout, oui, on est différents, mais on devrait avoir accès aux mêmes choses. Mais c'est une distinction visible, donc c'est facile quand tu discutes. Moi, souvent, c'est bah oui, c'est ça le français. Ah oui, d'accord. C'est ça, mais Je absolument. comprends. Moi, 100%. Moi, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas. Tu sais, surtout, j'ai grandi à Trois-Rivières. Mon accent est évolutif. Là. Quand je suis arrivée en 2006, puis aujourd'hui, là, puis je code switch. Donc, je ne sais pas en ce moment quel accent j'ai, mais quand je vais être à Trois-Rivières, vous pouvez être sûr que je suis vraiment plus kebs dans comment je parle. Moi, je pourrais pas Mais- dire que t'es arabe. Hein. Bon, exactement. Mais c'est ça. L'affaire, c'est que j'ai vraiment un passing, un white passing qui fait en sorte que souvent les gens sont hyper mal à l'aise parce qu'ils savent pas comment se gérer avec moi. Et il y a des gens qui vont changer de comportement quand ils vont comprendre je viens d'où. De un, il y a aussi une grande ignorance de où est-ce que le Maroc se trouve. Donc les gens vont être comme « Ah, Maroc, c'est où? » Là, je fais comme « Ah, ben tu sais, c'est en Afrique du Nord. » Les gens vont pas nécessairement me dire que je suis pas noire, mais après ça, quand je vais leur dire que je suis de culture arabe, ils vont être comme « Ah ouais? » Puis là, ils vont être hyper choqués. Comme si toutes mes autres identités, ça pouvait pas fonctionner avec la personne qu'ils ont... Tu sais, dans une même conversation, là, entre 20h et 22h, ils vont complètement changer. Genre, au début, on parle, on a du fun, on prend un verre et tout. Vers la fin de la soirée, ils vont apprendre que je suis arabe. Puis là, ça va être comme, oh my God. Ah bah, c'est Alors comme que Mathieu pourtant, t'es la Bocoté, même personne. Mathieu Bocoté face à une lesbienne voilée, là. Erreur 404. Ce qui est crazy vu que sa femme est arabe. Ce genre, je Ouais, ne je comprends sais, pas. je sais. Je suis choc barre. Ah J'arrive ouais, toujours moi non plus, ça me pas. dépasse. J'arrive toujours ça. toujours pas à assimiler cette Il y a information. de l'hypocrisie Ouais, là-dedans. on Je vais revenir sur ce qu'on Le disait leurre tantôt sur les tragique. réseaux sociaux. Ben, moi, là, mon fil là, sur Facebook, ok, j'ai choisi de ne pas me désengager des réseaux sociaux parce que ce que je me dis, c'est si une de mes interventions à quelque part permet à une personne aléatoire qui lit l'échange de se faire une opinion plus complexe d'un enjeu qui ne se résume pas à quelqu'un est gentil, quelqu'un est méchant, c'est déjà ça de gagner. Tu penses vraiment qu'avec les processus algorithmiques, etc., Je t'as une vraie je sais que confrontation ça d'idées? arrive parce que moi, ça m'arrive. Des Ok. fois, je tombe sur des publications, je lis quelque chose, puis je fais « Ah, j'avais pas considéré ça comme ça. » Puis, c'est important de faire cet exercice-là, de réaliser que, tu sais, pour vrai, là, si je mets 4 heures sur un commentaire, ça se peut que ça rapporte fuck all rien. Mais si les 4 heures que j'ai mis sur un commentaire font que, mettons, 10 personnes à quelque part vont peut-être, tu sais, juste obtenir une perspective supplémentaire qui va les travailler à long terme dans leur subconscient, why not? Moi, ça me dérange pas de faire ce travail-là. Je vais jamais forcer quelqu'un à le faire parce que pour vrai, ces réseaux sociaux, c'est dégueulasse, là. Le rage bait, moi, honnêtement, mon fil, c'est parce que je réagis beaucoup. Mon fil de nouvelles sur Facebook, c'est des pages de bots de propagande conservatrice Ça, qui je disent croyais qu'il y avait plus que des vieux sur Facebook qui disaient... des vieux puis des bots. Mais beau. la théorie du dead internet, là, comme on dit, qui l'internet s'insultent et tout, mort, apparemment. Enfin, je sais pas, je lisais Ben, un oui. article l'autre jour. on voit une recrudescence sur les réseaux sociaux, puis je pense que je vais prendre le temps de faire cette annonce-là publique, d'intérêt public. Quand vous voyez des pages là, qui ont l'air d'être des pages de créateurs de contenu, puis que vous allez sur leur profil, puis que c'est une page de personnes créées en 2010-2012, puis que ça dit « Digital Creator », c'est une page d'une personne qui était probablement plus sur Facebook depuis longtemps, qui a été reprise pour faire de la propagande. C'est plate, là, mais comme ça, il y a de la documentation là-dessus. C'est un fait qui a été documenté. On le voit souvent, justement, avec les pages de 2012, parce que c'est des profils qui ont été créés au début et abandonnés. Ça donne une légitimité à ces pages-là. Les gens s'en rendent pas forcément compte. Ils ont l'impression de converser avec quelqu'un. Mais non, en réalité, c'est des générateurs de contenu
qui sont souvent générés par IA ou, disons, en allant scruter des pages pour retrouver du contenu inflammatoire qui va mettre les gens en tabarnak, parce que c'est ça qui fait réagir, c'est ça qui génère de l'engagement. Puis plus tu as de l'engagement sur ton post, si tu as une page monétisée, plus tu fais d'argent. Fait qu'il faut pas oublier que la job de ces gens-là, c'est juste de te mettre en tabarnak pour faire du cash. Fait que quand tu vois quelque chose qui te met en tabarnak, pose-toi la question, est-ce que c'est pertinent que je me mette en tabarnak dans les commentaires ou est-ce qu'il faut déconstruire? Est-ce que pour nos minorités et nos membres, ce serait important d'essayer de travailler une régulation des réseaux sociaux parce qu'on n'est pas très à l'avant-garde là, dans les syndicats à ce niveau-là. Je pense que la régulation des réseaux sociaux, c'est une bonne idée en soi, mais il ne faut pas oublier. C'est une idée de principe. Le principe est bon. Mais les réseaux sociaux, en ce moment, c'est des entreprises privées qui font ce qu'ils veulent. Meta, on l'a vu, là, ils font n'importe quoi. Je vais m'abstenir de dire ce que j'allais dire, mais ils s'en foutent un peu à certains points de quand le Brésil la qualité. Quand le Brésil a coupé Twitter, il s'est finalement exécuté, Twitter. Oui, puis nous aussi, on met des amendes. Nous aussi, en Europe, on met des amendes. Il y a quand même des choses qui ont été faites. C'est pas assez sérieux parce que c'est pas avec 10 personnes qui surveillent sur l'ensemble de la France que tu vas obtenir quoi que ce soit là. C'est ça. C'est important de réguler. Donc le principe est bon. Je pense qu'il faut quand même rester. Il faut pas se cacher du fait que c'est ça. Ça reste une entreprise privée puis ça reste un réseau social jusqu'à un certain point. Toute l'information qu'on y retrouve. Généralement, il y a un agenda derrière à quelque part. C'est à prendre avec un grain de sel. Oui, c'est ça. C'est toujours à prendre avec un grain de sel. Puis le réseau social, c'est un outil. Là. YouTube, c'est un outil. Il y a plein de publicités dedans. Il y a des affaires dégueulasses, de la monétisation qui fonctionne pas. Ah non, oui, je sais. Moi, je regarde les commentateurs politiques sur YouTube. Puis finalement, de toute façon, maintenant, tu commences. C'est plus sur les réseaux sociaux que tu tombes sur des vrais journalistes qui font leur boulot. Il y en a des horribles aussi, mais les médias mainstream, c'est la catastrophe. Moi, je ne regarde plus les médias mainstream. C'est la catastrophe. C'est déprimant, en fait. C'est un peu ironique aussi, parce que c'est un discours qu'on retrouve souvent, mettons, dans la droite libertarienne, qui va dire « les mainstream médias, c'est de la merde. » Ben oui, ça fait 14 ans qu'on le dit, ou plus, tu sais. C'est juste qu'on le pense pas nécessairement pour les mêmes raisons. Même côté. Exactement. Tu sais, quand un libertarien va me dire « les anarchistes et les libertariens, on est pareil », je vais dire « ben non, pas du tout. » Non. Puis bon, les anarchistes... après, ça dépend. C'est un raccourci aussi. Voilà, fait que... Parce que... Tout ça revient à dire qu'il faut jamais prendre les choses telles quelles. Il faut réfléchir à l'étape supplémentaire. Pourquoi quelqu'un veut te mettre en tabarnak? Pourquoi quelqu'un publie ça? Pourquoi quelqu'un fait quelque chose? Puis on a toujours tendance à prendre les choses face value. Souvent, on le voit, les gens vont lire une publication, vont s'attarder au titre de l'article, ne jamais en lire le contenu et réagir sur la base du titre. Puis ça, c'est une réaction humaine normale. Ton cerveau, il est fait pour aller vite, pour trouver des patterns, puis pour les enregistrer, pour pas avoir à s'arrêter puis réfléchir à chaque fois que tu fais face à un animal. En tout cas, j'exagère, là, j'y vais dans je fondamentalise le fonctionnement. Ethologie 101, c'est bon. Le principe étant que, généralement, tu veux que ton cerveau soit efficace. Donc, tu enregistres des patterns. Mais des fois, il faut que tu t'arrêtes pour les déconstruire. Sinon, c'est pas fonctionnel. Qu'est-ce qu'il nous reste à déconstruire? C'est une belle conclusion, ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à déconstruire et qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans les syndicats? Moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus, mais je vais laisser la place aux autres avant. On va commencer par ma gauche. Est-ce qu'il y reste des choses à faire d'après toi, Gaëlle? Est-ce qu'il reste des choses à faire? Ouais. Je pense qu'on n'aura jamais fini d'avoir des choses à faire, en fait. Moi, je ne suis pas du tout dans vos syndicats, mais moi, j'allais reprendre ton... tu parlais, je vais un petit peu en arrière, tu parlais de Safer Spaces. Comment on fait pour rendre les espaces plus safe? Parce que non, ce ne sera jamais parfait, mais je pense que si on a inventé cette notion de safer space, c'est parce qu'il y a beaucoup d'espaces qui ne le sont pas. Et même dans les communautés queer, tu parlais de violence lesbienne, tout ça, ce sont des sujets desquels il faut parler plus parce que, oui, au Québec, on a tendance à toujours dire que tout va bien aller, à tempérer, tout est chill. Mais dans les communautés queer, et peut-être plus LGBT que queer, parce que dans ma tête, quand on dit queer, il y a comme une notion plus politisée, plus militante. Ben, dans les espaces LGBTQI2S+,
on a tendance à se dire que tout va bien aller, que tout le monde est gentil, que tout le monde est solidaire et tout. Mais non, en fait, il faut essayer de voir comment on fait pour que tous se sentent plus en sécurité, surtout quand on parle d'organismes. Là, j'ai fierté en tête, mais beaucoup d'organismes qui sont supposés être inclusifs le sont-ils vraiment? Parce que oui, je pense que c'est important d'avoir des événements en non-mixité. Pour certaines personnes, c'est très important. On a tellement parlé d'intersection aujourd'hui. Les femmes voilées queer. Certaines d'entre elles veulent se retrouver entre elles toutes seules. Et elles vont pas, ça va pas nécessairement être un événement public, là. Ça risque d'être très underground, très secret, pour justement créer ce safer space. Donc, je pense que ces événements, que certains peuvent voir comme de la ghettoisation, good for them, ne le sont pas en fait. Ce sont en fait les seuls endroits, les seuls espaces où est-ce que ces personnes peuvent se sentir complètement à l'aise et elles-mêmes. Tu parlais de masking, ces personnes-là n'auront pas besoin de masquer. Elles pourront être elles-mêmes sans se poser de questions. Enlever leur voile même, par exemple, si on prend cet exemple spécifique, mais juste en général. Pendant la Wild Pride, on a eu une fête, un party qui était un rave pour les personnes neurodivergentes. Il y a eu un cripple party pour les personnes en situation de handicap. Donc, je pense que c'est important parce que des fois, on a juste besoin de se rappeler qu'on n'est pas seul. Certaines populations minorisées ont l'impression tellement avec justement le standard, le dominant, qu'ils sont tout seuls, mais ils ne le sont pas. Juste moi, à Trois-Rivières, je pensais que j'étais la seule arabe, lesbienne, marocaine, lesbienne. Donc, je pense que c'est important de créer ces espaces pour se retrouver, mais effectivement, il faut aussi travailler pour que ces personnes-là, dont je fais partie d'ailleurs, se sentent plus incluses et plus à l'aise. Là, on parle de gardien du senti. Je sais pas si c'est quelque chose que vous voyez souvent, là, mais justement, si quelqu'un se sent pas bien, l'écoute active, exactement, de pouvoir dire quand il y a quelque chose qui nous trigger ou quoi que ce soit. On a tous le droit d'être à l'aise et de faire partie de la communauté. Exactement. On peut mettre des fidget spinners, nous, dans nos activités aussi, pour les gens qui en ont besoin. Je pense qu'on est vraiment dans cette changement de paradigme où est-ce qu'il faut se questionner sur l'inclusivité. Parce que c'est beau des paroles et de dire « Ah, j'ai mon quota, j'ai une personne noire, une personne arabe. » Mais non, en fait. Il y a des intersections. Puis même dans ta personne blanche ou ta personne arabe ou ta personne noire, est-ce qu'il y a d'autres oppressions qu'il faut prendre en considération? Donc oui, c'est ça qu'on doit déconstruire. On doit déconstruire cette idée que dès qu'on a les 4 couleurs sur une photo, dans un événement, tout est beau. On doit déconstruire la norme, en fait. Oui, et même dans les communautés de personnes blanches, il y a des oppressions. Les personnes en situation de handicap qui restent chez elles, tu disais tantôt, Henri June, que tu avais des parents qui te disaient que leurs enfants étaient capables d'identifier qu'ils étaient trans ou non-binaires, mais qui n'étaient pas capables d'aller s'organiser ou de trouver des milieux avec d'autres communautés. Il faut en créer plus. 100%. Il faut créer plus d'endroits, plus de moments. Même pas d'endroits, parce que, par exemple, juste ce podcast, c'est un moment. C'est pas un endroit, là. C'est fluide. Je pense que c'est un bureau de conseiller, d'habitude. Alors, je pense que ça crée une forme d'anxiété sociale, forcément, donc c'est pas facile pour les gens, mais cette reconnaissance, c'est pas forcément là. Ouais, c'est parce que l'humain cherche beaucoup l'esprit d'appartenance et l'esprit de communauté, et c'est important que chaque personne puisse y accéder. Je poserais peut-être une question, parce que là, on a parlé de safe space et de safer space, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas c'est quoi la distinction. Est-ce que tu voudrais te lancer dans l'explication? Mais oui, bien sûr, safe space, c'est l'idée où est-ce qu'on crée, mais ça le dit en fait. C'est safe space, un espace sécuritaire, et safer space, un espace encore plus sécuritaire. Plus sécuritaire possible. Et plus sécuritaire, et Samia, c'est un bel exemple. Safer, le plus sécuritaire possible. C'est ça. C'est-à-dire qu'on sait que ça ne sera jamais sécuritaire. Safer place. Moi, je dis même pas Exact. safe space. Je n'utilise plus le terme safe space. Je Non. dis toujours safer space parce que ce sera jamais complètement. Et le concept de brave space, Ça, je ne suis pas ok. au courant. C'est les New-Yorkais queer qui ont inventé ça. Mais... Le brave space. Ouais. Ça s'est rendu jusqu'ici ou pas encore? Oui, parce que nous, on en parlait, mais bon. Vas-y. Moi, je veux bien que tu nous expliques c'est quoi. Ouais, parce que t'as l'air d'être au courant. Le brave space, en fait, c'est simplement de considérer que le safe space n'existe pas, ne pourra jamais Donc, c'est exister, juste un... et que donc tu vas être confronté à... C'est-à-dire qu'on ne te garantit pas que tu seras pas mal à l'aise, mais on va tout mettre en place pour que tu te sentes le plus. Mais c'est aussi que le malaise est pédagogique. Le malaise, c'est pas seulement comme on a tendance, tu sais, à parler d'émotions négatives. Ça n'existe pas les émotions négatives, il n'y a que des émotions. Vrai. Bon. Et donc on a tendance justement à dire le malaise, etc., c'est négatif. Non, le malaise dit quelque chose. Non, ça challenge. Donc au lieu de dire je suis mal à l'aise, je vais parler, on le politise ce malaise-là. Alors c'est compliqué à gérer après. Je vous dis pas que... Tu as le droit Mais, d'être mal à l'aise, mais voilà. ça ne doit pas devenir ta personnalité, Donc, un ça ne doit espace, pas je sais pas m'empêcher de si vivre. vous connaissez le Mix Festival à New York, qui est un festival de films queer.
Et ben, c'est un brave space. Parce que tu as des espaces comme ça et tu as des sex parties des fois, mais tu le sais que tu es là. Donc moi, c'est sûr que j'ai jamais été à l'aise avec la sexualité comme ça en public donné où je consens pas à voir. Ok. Mais tu le sais quand tu vas dans des endroits comme ça, c'est possible. T'y attends à le voir. Donc il faut que tu t'y attendes. Ok, c'est brave space parce que c'est dans le sens que c'est quand même un espace sécuritaire pour toi, mais ça va quand même te Mais il y a challenger dans tes conscience que valeurs. pour certaines personnes, ça va leur Ça demander va te un rendre un peu plus effort. mal à l'aise, mais Et t'en un es malaise, conscient en y mais allant. ce malaise, c'est pas juste « Ah, c'est pas assez safe pour moi, je m'en vais ». Tu as le droit de nommer ton malaise et de demander à ce que les gens réfléchissent au fait de pourquoi tu fais ce malaise-là. Voilà. Ce qui est valide. Intéressant. J'étais pas au courant de Brave Space, mais oui, c'est ça, je dirais que juste, mettons, creuser cette idée-là de pourquoi on a besoin de safer spaces. Parce que si nos espaces étaient vraiment inclusifs, peut-être que ce serait pas quelque chose qui serait né, mais là, nous voici, on parle toujours de safer spaces. Toi, comment tu conclurais? Qu'est-ce que tu... Ben, je pense que tu viens de conclure toi-même. Je pense qu'on est allé dans plusieurs directions. Je pense que... mais ouais, simplement. Je pense que c'est davantage s'écouter des plus curieux et les réponses sont là. Bon, on peut conclure quand même qu'au SEPB Québec, on a des espaces qui tendent vers le safer space. On a essayé de les créer, et notamment le comité équité. Ouais. Mais on a un comité jeune aussi, on a un comité conditions de vie et de travail des femmes, on a un Environnement, comité, action sociale et voilà, politique, des choses plus organiques et puis voilà. des choses qui correspondent plus à des personnes. Je veux dire, on peut pas arrêter de se battre, puis on peut pas non plus arrêter de penser aux autres. Je vais finir sur une note un peu, pas nécessairement moins optimiste, je dirais, mais peut-être un peu plus critique. Ça arrive souvent qu'on reçoive des commentaires, mettons, de réseaux communautaires, ou, mettons, au niveau syndical, on se fait dire qu'on s'approprie un peu, peut-être, des fois, le travail communautaire, en se disant que, ben, on fait bien, puis on veut bien faire les choses, on veut mettre le communautaire de l'avant, mais... Donne-moi un exemple, s'il te plaît, parce que j'ai plus de difficultés à comprendre. Je vais te dire, par Quel exemple... travail on s'approprie? Par exemple, on va organiser un panel, disons, là, qui se tient en personne avec des acteurs du communautaire. On va dire peut-être qu'on veut mettre de l'avant une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Ben, peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est pas qu'est-ce qu'on leur demande de nous apporter, qu'est-ce qu'on leur dit de discuter dans leur panel, mais ça devrait plutôt être de quoi cette maison-là a besoin. Si on veut donner une plateforme à un acteur communautaire, qu'est-ce que nous, on peut faire pour eux? Parce que c'est nous qui avons les ressources et c'est le communautaire, souvent, qui a l'expertise. On le dit qu'on travaille pas assez vite, hein, que ça a pris, 13 ans là, pour la mise en place des états généraux du syndicalisme, alors qu'au communautaire, ben, tu bouges vite parce que tu n'as pas le choix de réagir vite. Et que peut-être que un partenariat un peu plus dans l'écoute avec le communautaire, je pense, au quotidien, serait bénéfique. La grande critique au niveau des syndicats, c'est que ça bouge pas. C'est qu'il y a de l'inflexibilité. Puis forcément, si on veut bâtir un espace communautaire inclusif, puis mettre de l'avant la chaleur du collectivisme, ben, il faut écouter les gens qui n'ont pas les moyens de se faire mettre de l'avant. Voilà, c'est ce que je pense. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, puis on continue l'année prochaine. Merci. Ben oui. Merci. Merci. Merci.